titres qui font la une, l'actualité des 5 continents, les événements qui marquent le monde, une information différente, en français. Toutes les heures, tous les jours, toute l'info, c'est sur TV5. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité d'aujourd'hui, on s'approche de la paix au Kosovo. Un projet de résolution est âprement discuté en ce moment même au Conseil de sécurité de l'ONU. Une caravane de paysans indiens s'arrête à Genève pour dénoncer les méfaits de la mondialisation sur les pays du Sud. Les cerveaux de l'EPFL présentent leur dernière trouvaille, un ordinateur super puissant et qui calcule très vite. Les choses avancent ce soir dans le dossier du Kosovo. En ce moment même, le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni à New York pour examiner un projet de résolution adopté à Cologne par les grandes puissances du G8. Tout a été négocié à la virgule près dans ce texte, sous l'œil vigilant de la Russie. Alors on va voir d'abord avec Morissette Golu comment devrait s'orchestrer le retour à la paix au Kosovo. L'OTAN disait: nous cesserons de frapper quand les forces serbes auront réellement commencé à se retirer. Les Serbes disaient: nous nous retirerons quand nous aurons une résolution votée par le Conseil de sécurité nous demandant de le faire. Les Russes disaient: nous bloquerons toute résolution dans ce sens tant que les frappes n'auront pas cessé. Pour sortir de ce cercle vicieux, la solution était évidente: on arrête tout simultanément. Évident, mais pratiquement difficile, voter une résolution prend plus de temps que retirer des troupes. Le texte mis au point sera donc examiné par le Conseil de sécurité, mais non voté. Les forces serbes commencent à se retirer et ensuite les frappes de l'OTAN sont suspendues. Ensuite, seulement la résolution de l'OTAN sera formellement votée, comme le veulent les Russes. Il aura fallu une série de marathons diplomatiques tous azimuts pour en arriver là. Le G8 à Cologne multipliant les séances de travail depuis hier pour annoncer cet après-midi devant la presse internationale qu'un accord a été trouvé sur un projet de résolution. L'accord d'aujourd'hui est un pas décisif dans la voie d'une solution acceptable pour mettre fin à la crise, a commenté Madame Albright. Et elle a souligné la part prise à la recherche de cette solution par les Russes, dont le ministre des Affaires étrangères Ivanov a précisé toutefois que la composition de la force de maintien de la paix doit encore être discutée par le Conseil de sécurité. Le président Clinton devait laisser entendre que les contingents russes participant à cette force ne seront pas placés sous commandement de l'OTAN. Les Russes obtiennent donc ainsi gain de cause sur un deuxième point. Pour convaincre les Chinois à prémonter contre l'OTAN depuis le bombardement de leur ambassade à Belgrade, le représentant de l'Europe, le Finlandais Ahtisaari, a fait le voyage de Pékin et s'est entretenu avec les autorités qu'il a tenté de convaincre de ne pas opposer leur veto à la résolution. À 6 heures, heure suisse, le Conseil de sécurité s'est réuni. Il siège toujours. Selon le Premier ministre Tony Blair, les choses pourraient aller très vite. La force internationale de maintien de la paix pourrait être déployée d'ici la fin de la semaine au Kosovo. Sébastien Faure, bonsoir. Bonsoir Romaine. Vous êtes à Skopje, en Macédoine, tout près donc des campements de ces soldats de l'OTAN qui devront entrer au Kosovo. Alors est-ce que l'on sent ce soir une certaine effervescence maintenant que les choses se précisent? Effervescence, on ne peut pas vraiment dire. En fait, certes, on règle les derniers détails ici, mais globalement les troupes sont prêtes. Mais surtout, les différents états-majors qui sont stationnés ici sont très accoutumés maintenant aux différentes avancées et reculades de Slobodan Milosevic. Donc, on attend de voir, on surveille de très près ce qui se passera cette nuit au siège des Nations Unies à New York. Premier signe positif, Javier Solana qui annonçait tout à l'heure que les négociations de haut rang reprendraient entre soldats yougoslaves et soldats de l'OTAN demain dans la région. Cela dit, personne ici ne peut exclure effectivement une nouvelle reculade de Milosevic. Et donc les forces de l'OTAN restent encore stationnées ici durant des semaines. Donc une certaine attente et aussi une certaine méfiance pour l'instant. Concrètement,
Sébastien, lorsque les soldats auront reçu l'ordre de départ, comment les choses vont-elles se passer? Alors concrètement, on ne sait évidemment pas tout, secret militaire oblige. Ce qu'on sait, c'est que théoriquement, il leur faut 24 heures pour entrer au Kosovo. 24 heures, c'est un peu peu selon certains experts militaires qui soulignent qu'il n'y a qu'une seule route qui mène au Kosovo depuis la Macédoine. Et une seule route, c'est peu pour des milliers d'hommes. Ce qu'on sait également, c'est que la plupart des 16 500 hommes qui se trouvent aujourd'hui en Macédoine se rendront au Kosovo. À terme, ils seront 49 000. Mais pour l'instant, seuls les Britanniques ont déjà renforcé les troupes. Les autres pays attendent de voir la résolution signée avant d'envoyer les renforts. Ça peut laisser penser que ce sont effectivement les Britanniques qui partiront les premiers. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ça se jouera entre les Britanniques, les Français, les Italiens et moins vraisemblablement les Allemands. Sébastien Faure, merci. Et en attendant la paix, l'OTAN a poursuivi aujourd'hui ses frappes. Selon des sources proches de l'organisation, un bombardier B-52 aurait touché 2 bataillons hier, 2 bataillons de l'armée serbe au Kosovo, faisant probablement plusieurs centaines de morts. Pour l'heure, l'OTAN a refusé de confirmer officiellement cette information. Et puis cette déclaration cet après-midi de la présidente de la Confédération, Ruud Dreyfus, commentant ce futur accord de paix dans les Balkans. Le retour des réfugiés n'est pas le plus urgent, a dit Ruud Dreyfus. Il faudra d'abord créer les conditions du retour. Dans les camps aux frontières du Kosovo, les réfugiés attendent en tout cas tout signe de l'étranger. En attendant, la vie s'organise à Kukes en Albanie. C'était même aujourd'hui, premier jour d'école. Reportage de nos envoyés spéciaux Yves Maga et Albert Pasquier. C'est le premier jour d'école pour ces enfants de la guerre du Kosovo. Ils commencent leur scolarité dans un camp de réfugiés, un semblant de normalité dans une situation d'urgence. Parents et élèves ont attendu avec impatience ce moment. Ici, on répond timidement à l'appel de l'institutrice. Il fait 35 degrés sous la tente, mais l'enthousiasme des maîtres et des enfants ne faiblit pas. Dans la classe d'à côté, une autre tente, on chante une chanson à la gloire des héros de Lučeka, les combattants de la guérilla albanaise du Kosovo. Ça les aide beaucoup. Au moins 2 ou 3 heures par jour, ils oublient ici leurs soucis. Ils ne sont pas préoccupés à l'intérieur de leur tente, où ils passeraient toute la journée. En plus, ici, ils apprennent quelque chose. Des langues, des maths, ils chantent, ils récitent des poésies. Comme ça, ils oublient leurs soucis. Les enseignants sont eux-mêmes tous des réfugiés du Kosovo. Ils ont ainsi le sentiment d'être à nouveau utiles. La difficulté principale, c'est le manque de matériel, mais c'est compensé par la motivation des enseignants. Plus de 1200 élèves ont commencé l'école ici, comme des milliers d'autres dans les camps et les écoles albanaises surchargées des environs. C'est une école pas comme les autres qui s'ouvre aujourd'hui. On peut être sûr qu'elle restera marquée dans l'esprit de ces enfants jusqu'à la fin de leur jour. Leurs parents, leurs enseignants, eux, espèrent qu'ils pourront au plus vite réintégrer leur véritable école. Ce camp de réfugiés à l'extérieur de la ville de Kukes, où vivent 8000 personnes, est surnommé le camp 5 étoiles. Il est construit et maintenu par le gouvernement des Émirats arabes unis. Des tentes abritent des centres pour enfants. L'hôpital est d'un luxe inouï de matériel et les soins médicaux excellents. Le camp comporte évidemment une petite mosquée de toile peu fréquentée, il est vrai. Les gens se sont adaptés à la situation ici et nous disent « salam alaikum ». De même que dans les camps gérés par les Italiens, ils disent « ciao ». Ici, tout le monde espère rentrer au Kosovo au plus vite, avant septembre, disent les plus optimistes. Les responsables des organisations humanitaires, eux, ont remarqué qu'aucun des camps de la région n'est équipé pour passer l'hiver. Il y a les réfugiés dans les camps, il y a ceux qui essayent de fuir, parfois illégalement. 2 fourgons remplis de clandestins, en majorité kosovars, ont été interceptés hier en ville de Genève. Il y avait 42 personnes à bord. Un passeur allemand a été emprisonné à Chandelon. Les 4 chauffeurs des Kosovars établis en Suisse ont été relaxés. Quant aux réfugiés qui devaient rejoindre de la famille en Suisse, ils ont été conduits au centre d'enregistrement de la Praille, où une tente a dû être installée devant le bâtiment pour les accueillir.
L'opposition arrive largement en tête des premières élections libres depuis près d'un demi-siècle en Indonésie. Plus d'un an après les manifestations qui ont mis fin au régime de Suharto, les premiers résultats semblent indiquer que les Indonésiens veulent rompre avec le passé. Jeanne Levis. La popularité phénoménale de Megawati Sukarno Putri a été confirmée. Son parti, le Parti démocratique de lutte, est en tête avec 40% des suffrages. Un succès qui réjouit les masses, mais qui surprend les analystes occidentaux qui reprochent à cette femme charismatique le flou de son programme politique et économique. Le parti au pouvoir, le Golkar, rangé derrière le président Habibie, a reconnu avoir été distancé par le PDIP, mais il espère gagner le deuxième rang, avec cependant moins de 20% des voix. Il en avait eu 74% aux dernières élections il y a 2 ans. Or, la deuxième place, c'est l'opposition musulmane modérée, le Parti de l'éveil national, qui l'obtient avec 26% des voix. Son chef s'est inquiété de manipulations éventuelles dans le dépouillement. Pour l'heure, tout s'est plutôt bien déroulé. La bourse, qui avait fermé hier, a bondi aujourd'hui de 14%. La peine de mort par pendaison a été demandée contre le chef du PKK, Abdullah Öcalan, à son procès qui se déroule sur l'île-prison d'Imrali. Ses avocats ont maintenant 15 jours pour préparer sa défense devant la Cour de sûreté de l'État. Le verdict est attendu pour la fin du mois. En Suisse, la Poste s'apprête à augmenter, même sérieusement augmenter ses tarifs. Et c'est son directeur, Reto Braun, qui l'a dit aujourd'hui. La rentabilité de l'entreprise n'est plus suffisante. Les tarifs sont inférieurs à ceux de nos voisins allemands, par exemple. Toujours à entendre le directeur de la Poste. Rien n'a encore été décidé, mais il faut se préparer à des hausses de tarifs et à des réductions d'effectifs. Et puis la Suisse a demandé à un espion trop bavard de quitter au plus vite son territoire. Richard Tomlinson est depuis quelques mois réfugié à Genève. Il est un ancien agent secret du M16. Normalement, un agent secret, c'est une évidence, se tait. Mais Richard Tomlinson, lui, a beaucoup parlé, écrit, dévoilé ces derniers temps. Et la Suisse a trouvé l'hôte encombrant, Olivier Kohler. Richard Tomlinson, 35 ans, espionnait pour le compte de Sa Majesté depuis 1986. Diplômé de Cambridge, l'ex-espion du MI6 a œuvré 10 ans de Paris à Moscou en passant par Sarajevo. Congédié il y a 4 ans pour avoir critiqué sa hiérarchie, il sera emprisonné 6 mois pour avoir divulgué des renseignements sensibles. Sous le coup d'une procédure pénale à Genève, où il se terre depuis quelques mois, l'espion trop bavard est devenu indésirable en Suisse. Un cas sans précédent. C'est effectivement la première fois que nous avons quelqu'un, ancien membre des services secrets d'un pays étranger, qui arrive et qui menace son ancien employeur. C'est que Richard Tomlinson est devenu coutumier des déclarations fracassantes. En septembre dernier, il a affirmé que les services secrets anglais étaient impliqués dans l'accident de la princesse Diana. Dans la foulée, Tomlinson accuse son ancien employeur d'avoir voulu en 1992 assassiner Slobodan Milosevic alors de passage à Genève à l'occasion d'une conférence de paix sur l'ex-Yougoslavie. Dernier épisode en date, l'espion est accusé d'avoir diffusé sur Internet des informations sensibles, notamment une liste comprenant le nom de 116 agents ayant travaillé pour le MI6. Le gouvernement britannique obtient la fermeture des sites, mais cet espion devenu incontrôlable embarrasse au plus haut point Londres, qui tente de minimiser l'importance des informations divulguées. Reste une inconnue la destination de l'ancien espion, activement recherché par Londres, où il risque la prison. Tomlinson apparaît indésirable dans de nombreux pays. Les PFL présentent aujourd'hui le super ordinateur, l'un des plus puissants au monde, capable de réaliser plus de 40 milliards de calculs en une seconde et des calculs habituellement corrects. Et c'est grâce à des machines vendues au grand public que les ingénieurs de l'EPFL sont arrivés à ce super ordinateur. Reportage, Christophe Rache et Jean-François Vouga. Depuis aujourd'hui, ça, c'est l'ordinateur le plus puissant de Suisse. Une rangée de tours astucieusement connectées et qui envoie les bons vieux crés des années 80 au musée de l'informatique. Développé par des ingénieurs du Centre pour les applications parallèles et avancées de l'EPFL avec l'aide de Compaq Suisse Romande, cet ordinateur est monté aujourd'hui à 40 gigaflops, soit 40 milliards d'opérations par seconde, alors que les craies n'en réalisaient encore que quelques millions il y a 5 ans. Mais ce qui rend ce super ordinateur vraiment intéressant, c'est qu'il est constitué de tours vendus au grand public. Des tours équipés, il est vrai, de la toute dernière génération de processeurs Alpha.
L'utilisation de matériel grand public devrait aider les PME suisses à se doter d'une puissance de calcul réservée jusqu'alors au seul centre de recherche universitaire. Dans les applications, on peut relater par exemple les calculs de structure dans le cadre de l'automobile pour diminuer les coûts des crash tests. Ça peut être aussi dans l'écoulement aérodynamique, ça peut être dans la finance, des problèmes de prédiction ou de prise de position sur le marché, où là il faut de plus en plus être rapide. Maintenant, ça devient un marché très très vaste puisque tout le monde s'ouvre à la simulation. Ça permet donc aux entreprises en fait de grandir d'une manière relativement calme en investissant au fur et à mesure de leurs besoins et non pas en achetant d'un coup un immense ordinateur qu'ils ne pourraient pas s'offrir au début de leurs activités. C'est un exemple concret que l'on retrouve par exemple chez les fournisseurs d'accès Internet qui démarrent des fois comme une petite entreprise de 10-15 employés et qui grandissent à l'intérieur d'une année. On a vu des exemples comme America Online à des milliers de transactions, à des centaines de millions même de gens qui sont connectés chez eux en l'espace d'une année. Prochain objectif, atteindre les 1000 milliards d'opérations à la seconde. Ce sera alors l'ère des teraflops. Les paysans du Sud se disent souvent victimes des effets de la mondialisation et un mouvement de protestation mondiale est en train de prendre de l'ampleur. C'est la caravane internationale. Aujourd'hui, plusieurs centaines de paysans indiens qui participent à cette caravane ont choisi le siège de la multinationale américaine Cargill à Genève pour exprimer leurs revendications. Reportage Raphaël Engel, Yann Neumann. Ces hommes ne sont pas des réfugiés et c'est pour ne jamais le devenir qu'ils ont fait le voyage à leurs propres frais vers l'Europe. En majorité paysans, ils sont venus dénoncer la libéralisation du commerce qui les met en marge dans leur propre pays et menace leur subsistance de petits paysans. Nous, en Inde, nous sommes à 80% des paysans. Les développements actuels détruisent la nature et nos cultures. Ces mécanismes ne sont pas adaptés pour l'Inde. Pour eux, la biogénétique constitue aussi une menace. Ils rejettent les semences génétiquement modifiées, brevetées, puis mises sur le marché par certaines multinationales. Avec ces semences, nous devons utiliser un certain type de pesticides contrôlés par eux. Ils tuent en plus le pouvoir germinateur des semences, alors on doit frapper à leur porte à nouveau pour mendier davantage de graines. Ce n'est pas juste. Liant l'acte à la parole, la caravane des paysans s'ébranle alors vers Cargill, qui vend et achète de l'agroalimentaire dans le monde. Il y a quelques années, les paysans avaient saccagé ses bureaux en Inde, mais cette fois, le face-à-face est pacifique, devant l'œil de la police. Nous vous disons que si vous mondialisez les dégâts, nous mondialiserons la lutte. Ces paysans venus principalement d'Inde sont ici à Genève devant le siège de la Cargill pour défendre une forme d'agriculture qui leur est chère. Mais leur inquiétude est partagée aussi par la paysannerie suisse. Ce qu'on peut constater en Suisse, c'est que les paysans n'auront bientôt plus le choix par rapport aux semences liées au génie génétique. On n'a plus d'assurance que les semences sont pures, sans produits génétiquement modifiés. Finalement, paysans d'ici et d'ailleurs sont unis par le même souci, préserver leurs moyens de subsistance. La caravane internationale devra aussi rencontrer des représentants de Novartis. La semaine prochaine, le géant bâlois de la chimie tire également une bonne partie de ses bénéfices de la vente des semences, ce qui le met en première ligne pour répondre aux critiques du mouvement. Marie Vakaridis. Un des principaux producteurs mondiaux de semences est le groupe Novartis. Ici, à Bâle, on a l'habitude de répondre aux critiques qui visent les multinationales ou les organismes génétiquement modifiés. Le porte-parole est d'avis que le tiers-monde n'a rien à craindre de l'agriculture industrielle. Novartis conduit des projets au Kenya et en Inde. L'expérience que nous y faisons avec des technologies génétiques donne de très bons résultats. Dans les pays en développement, il est parfaitement possible de les utiliser. En fait, hors de Novartis, il n'y a pas de salut. C'est ces technologies génétiques qui pourront amener une meilleure alimentation et de meilleures semences. Non. La technologie génétique est l'une des technologies possibles. Il serait une erreur de refuser une méthode sur la base d'a priori.
Il faut dans chaque cas étudier l'ensemble de l'offre et du contexte. Pour que le maïs résiste à ce parasite, son code génétique a été modifié. Chez Novartis, cette nouvelle semence représente 1/5 des ventes de maïs. Rarissime en Europe, le maïs modifié se vend surtout aux États-Unis. D'ici 3 à 5 ans, les Européens seront probablement aussi ouverts aux technologies génétiques que les Américains. Mais je ne suis pas prophète. Oui, les semences transgéniques en question, il faut savoir que le plus grand fabricant mondial de semences transgéniques est américain. Mais là-bas en Amérique, le transgénique ne fait l'objet d'aucune contestation, d'aucun débat public. Les Américains mangent des aliments transgéniques sans le savoir d'ailleurs. Bernard Rappa est allé visiter les laboratoires de Pioneer. Reportage. Modifier la structure génétique des semences, inventer les plantes du 21e siècle grâce aux biotechnologies, c'est le travail quotidien de plusieurs centaines de chercheurs dans ces laboratoires discrets de l'Iowa. Nous sommes chez Pioneer, le leader mondial des semences transgéniques. Nous sommes présents dans 73 pays. Aux États-Unis, nous contrôlons 42% du marché de la semence et nous avons une position dominante en Europe et en Asie. Afin de contrôler le marché, ce géant de l'agrobusiness multiplie les innovations. Pour le maïs seulement, Pioneer produit 241 sortes de semences, dont 20% sont génétiquement manipulées. Ces bâtiments flambant neufs, les 5000 employés poursuivent leurs recherches. Ces serres protégées des regards indiscrets contiennent les fruits de cette révolution biotechnologique. Ce qui est passionnant dans cette serre, c'est de savoir que l'une ou plusieurs de ces plantes sera capable à l'avenir de produire des choses quasi miraculeuses. Daria Schmidt coordonne la recherche biotechnologique chez Pioneer. Sans surprise, elle défend les vertus de la manipulation génétique. Et à ses yeux, son entreprise est investie d'une véritable mission. Si vous observez la planète aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il faudra bientôt nourrir 8 milliards de personnes d'ici 2020. La responsabilité de notre communauté agricole est de faire face à cet enjeu. Pas de doute ici sur les manipulations génétiques. La biotechnologie, c'est la voie du futur. Et en fait, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de débat sur cette question. La biologiste Jane Rissler dirige l'une des rares organisations opposées aux biotechnologies. Elle nous explique pourquoi les Américains ne remettent pas en question le génie génétique. Ils ne savent pas qu'ils mangent de la nourriture manipulée génétiquement. La plupart des gens de ce pays ignorent que leurs aliments ont été transformés par les biotechnologies, tout simplement parce que les industries et le gouvernement ont refusé d'étiqueter clairement ces produits. Depuis 3 ans, les biotechnologies transforment l'agriculture américaine. 2 tiers des champs de maïs, 1 tiers des champs de soya contiennent déjà des semences transgéniques. Et dans les laboratoires de Pioneer, la révolution ne fait que commencer. On passe aux votations fédérales de dimanche. Si le peuple suisse accepte l'introduction d'une assurance maternité, notre pays ne sera plus une exception européenne. Pour faire nos reportages consacrés à cette importante votation, Philippa Droten a fait le tour des systèmes d'assurance maternité adoptés par nos voisins. Regardez. Lorsque l'enfant européen paraît, en Italie, en France, en Allemagne ou au Danemark, la mère a toujours et partout droit à un congé payé. Bien sûr, du nord au sud, la durée de ce congé peut varier considérablement. Les plus chanceux, tout le monde le sait, ce sont les Nordiques. La Suède, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas caracolent en tête du hit parade avec au minimum 52 semaines de congé, soit parfois plus d'une année. Et détail important, le congé peut équitablement se partager entre mère et père. Un luxe? Pas forcément. On peut dire que ce sont des pays nordiques qui s'intéressent tout spécialement au rôle de la femme et au statut de l'enfant. Ils ont développé à partir des années 60-70 toute une gamme de mesures s'adressant à ces catégories-là et ces pays visent explicitement une émancipation économique de la femme. On veut lui permettre les mêmes chances de s'intégrer dans le marché de l'emploi qu'aux hommes. Et ce qui est étonnant, ce sont des pays qui en plus, il y a le taux de salarisation des femmes le plus élevé, mais il y a aussi le taux de natalité le plus élevé, donc ce qu'on s'imagine toujours comme contradictoire. Et on voit bien qu'on peut faire les deux choses en même temps. Second groupe de pays généreux dans la tradition du Nord, le Danemark, avec 29 semaines de congé, et la Grande-Bretagne.
Pour des raisons démographiques, l'Italie offre depuis peu 20 semaines. Mais cela ne signifie pas que c'est un pays modèle. C'est vraiment une exception parce que, sur le plan général, l'Italie n'est pas parmi les pays ayant développé des politiques familiales très généreuses. Avec ses 16 semaines de congé, la France représente une bonne moyenne européenne. Un modèle suivi d'ailleurs par l'Autriche, la Grèce et l'Espagne. En queue de peloton, enfin, on trouve l'Allemagne, la Belgique et le Portugal qui proposent 13 à 15 semaines. En Allemagne, où les structures correspondent encore à l'ancien régime de la famille, donc une division de travail très nette entre les deux sphères privées, la femme, public, marché du travail, l'homme. Là, les femmes se trouvent devant un dilemme parce qu'elles ont incorporé elles-mêmes cette philosophie qui dit l'enfant a besoin de la mère et il faut une présence durable de la mère au foyer. Et la Suisse dans tout ça? Pourquoi notre pays a-t-il résisté à cette Europe si rose en matière d'assurance maternité? Essentiellement pour des raisons de tradition libérale. Depuis toujours, on considère, surtout en Suisse alémanique, qu'avoir un enfant est une affaire privée. L'État n'aurait ainsi pas à intervenir dans les secrets d'alcool. C'est fait, le club de football des Grasshoppers appartiendra désormais à 3 hommes très puissants, Rainer Guth du Crédit Suisse, Fritz Gerber de Roche et Wally Albers, le propriétaire du stade du Hartum. La société anonyme de Grasshoppers va leur vendre la majorité des actions et un accord a été trouvé cet après-midi avec le mécène Werner Spross qui a accepté de lâcher du lest. Il a même fait don d'une partie de la somme de 16 millions prêtée au club. Et puis inutile de vous rappeler que c'est demain soir que l'équipe suisse de football devrait nous offrir une soirée gala contre l'Italie à la Pontaise. Dans ces éliminatoires pour l'Euro 2000, les Italiens sont pour l'instant en tête du groupe, devant la Suisse. Mais on le sait, le football n'est pas une affaire de statistiques. Ambiance avec Bernard Guillaume-Gentil. Où qu'elle aille, l'équipe d'Italie suscite autant de passion que d'admiration. À Nyon, où elle s'est mise en jambes, elle n'est pas non plus passée inaperçue. Élémentaire, Dr Watson, c'est l'une des plus brillantes du monde, avec des stars que jeunes et moins jeunes poursuivent ou harcèlent pour un autographe ou un signe esquissé de la main. À suivre ces préliminaires, on se demande d'ailleurs s'il est plus fatigant d'être suivi que suivant. Aujourd'hui, les Suisses ont été les premiers à fouler la Pontaise. Dans l'équipe, un cas particulier, le double national Fabio Celestini, qui rêve de gagner avec la Suisse et de jouer en Italie. Vouloir plus la victoire qu'eux, je crois que c'est ça qui va faire la grosse différence. Ils ont des super joueurs et nous, je crois qu'il faudra qu'on les mette sur pression chaque fois qu'ils auront le ballon. Si on les laisse jouer, on est mort. Rappel enfin des enjeux de demain. Si l'Italie gagne, elle se qualifie pour l'Euro 2000. Si la Suisse gagne, elle conforte sa 2e place au classement du groupe 1 et elle augmente ses chances de qualification futures. Mais un match nul ferait déjà bien son affaire. Il est temps pour nous de prendre congé des téléspectateurs de TV5. C'est avec plaisir qu'on les retrouvera dès demain pour une nouvelle page complète d'actualité nationale et internationale. Le divorce n'existe pas en Italie en 1969. Quelques 3000 personnes manifestent pour l'adoption d'une loi sur le divorce. Les orateurs ont déclaré que ce combat sera poursuivi au sein même du Parlement. Avec les grèves générales, le gouvernement italien ne tient plus qu'à un fil. Des images d'un bonheur qui n'en est pas un. Le mariage de 35 couples à Formose, l'actuel Taïwan, devrait être un symbole d'amour. Mais quand on sait que les jeunes filles ne connaissent même pas leur futur et que cette pratique est enseignée par un certain révérend Moon, le mariage fait froid dans le dos. Pierre et Sarah s'aimaient bien. Tous deux rêvaient. Il y a 30 ans, la première pierre de la piscine de Longchamp était posée. Devant les personnalités de Bruxelles, les jeunes pourront bientôt se plonger dans une piscine des plus modernes. Les vagues artificielles et les toboggans géants ne sont pas encore prévus. Et l'on oublie. On était pauvres, on l'est devenu. Sur les bancs de la même école. Sur le circuit de Zolder, le Grand Prix du Luxembourg en Formule 2 a été remporté par Jochen Rindt. Les voitures ont atteint des vitesses de plus de 190 km/h. Malgré la défection du public, les émotions étaient au rendez-vous.